Bienvenue dans la 24e édition des Conférences qui pensent. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 3 invités. C'est quelque chose d'assez exceptionnel puisque je crois que c'est jamais arrivé en plus de 2 ans de Conférences qui pensent. Donc, merci à ces 3 invités. On va commencer à toute seigneur, tout honneur par, on ne le présente plus, mais décliner quand même Henri Bussicazo qui est avec nous. Merci Henri d'être toujours très présent, très disponible et de pouvoir nous éclairer ce soir. Président de l'IMSI. On a également Christophe de Merson, qui lui est le président de 35 millions de petits propriétaires. Et on a enfin Jérémy Cachard, qui est à la tête de VAR Diagnostic. Merci à vous 3 d'être là. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Je voudrais, avant de pouvoir vraiment vous donner la parole, quand même faire un petit rappel historique. On est en train de parler du DPE et on s'est posé la question il y a pas très longtemps. On se dit, mais pourquoi tant de bruit sur le DPE? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ça date de quand? Eh bien, on peut se dire que, voilà, en 1997, on avait la loi Carrez et ça a été un peu le début, c'est un peu là où on a commencé à mesurer, là où on a commencé à vraiment prendre le DPE au sérieux. Et puis évidemment, en 2021, la loi climat et résilience qui a mis une autre couche et qui a mis un autre niveau d'exigence, comme vous le savez. Donc, avec tout ce qui se décline et ce qu'on a pu voir avec le début de l'année 2025, évidemment, des exigences renforcées sur le DPE. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup, j'allais dire, d'échauffourées verbales. On ne va pas aller sur ce terrain-là, on est entre gentlemen, on est dans les conférences qui pensent, on est censé réfléchir un petit peu. Donc, on va juste écouter et confronter les points de vue et surtout dans une logique d'apporter des solutions concrètes, si on peut, et puis de faire avancer le projet, notamment vis-à-vis du législateur. Alors, Henri, est-ce que toi, tu peux déjà nous donner un petit peu ton sentiment pour ouvrir le débat? Si je commence à aborder le premier point qui est le manque de fiabilité des résultats. Hein, on se dit souvent que les DPE peuvent donner des classements énergétiques différents selon les diagnostiqueurs ou les logiciels utilisés. On se dit aussi que la méthode de calcul actuelle, donc la 3CL, elle repose souvent sur des hypothèses théoriques sans données de consommation réelle. Est-ce qu'il faut réévaluer les logiciels? Enfin, quelle est ta perspective là-dessus? À toi, Henri. Merci. Bon, merci de cette invitation d'abord. Très, très heureux d'être avec vous. Le DPE, alors tout à l'heure tu disais 1997, en fait, on peut dater, ça fait une petite trentaine d'années, à 97, l'existence de la profession de diagnostiqueur, puisque le premier diagnostic, ça a été le mesurage CARES, 1997. Sont apparus ensuite un certain nombre d'obligations, d'informations, de transparence vis-à-vis des acquéreurs ou des locataires. Et en 2006 apparaît le DPE, qui a été revu et corrigé, alors que Emmanuel Wargon, il y a 3 ans, était ministre, et on l'a modifié, en particulier, je vais tout de suite à ce que tu évoquais, en sorte que on n'apprécie plus la performance énergétique des logements sur des factures de consommation des occupants précédents, qu'ils aient été propriétaires, occupants ou locataires, mais d'une manière théorique. Bon. Et on a ajouté à ça un deuxième indicateur qui a été les émissions de gaz à effet de serre. Et le nouveau DPE, l'actuel, prend la plus mauvaise note des deux, et c'est celle qui s'impose. Bon. Alors cet outil, on peut dire ah mais maintenant il vaudrait mieux qu'il soit sur facture. C'est oublier qu'à l'époque on avait des gros problèmes parce qu'entre les factures qu'on n'arrivait pas à avoir ou celles qui ne rendaient pas compte de consommation raisonnable, parce que certains d'entre nous veulent vivre avec 24 degrés, fenêtre ouverte, donc les factures ne sont pas des éléments objectifs. Et la modification qui a été faite, moi je trouve qu'elle est raisonnable. On peut à l'infini critiquer un outil de mesure. Je ne dis pas qu'il n'est pas améliorable, je ne suis pas un spécialiste de ce sujet-là, c'est très complexe. Des ingénieurs ont travaillé là-dessus et on peut sans doute faire mieux, mais il vaut ce qu'il vaut. Quand j'entends qu'il n'est pas fiable,
Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut juger qu'il n'est pas fiable. D'abord, quand on ne veut pas qu'ils disent la vérité. Bon, voilà, c'est pour faire sourire, mais objectivement, vous savez, moi, je suis président d'école, hein, quand on a 10 sur 20, on peut dire, mais le prof, il a mal noté. Peut-être que je méritais 10 sur 20. Hein, bon, ça, c'est pour faire sourire. Ensuite, lorsque les informations que le diagnostiqueur met dans le logiciel, qui est un logiciel d'État. Donc, il n'y a pas des logiciels. Hein, il n'y a pas des logiciels. Il n'y a pas un diagnostiqueur qui a son logiciel et puis un autre. Non, c'est pas vrai. Il a été mis au point par l'État. Mais il doit être renseigné. Et ces informations que met le diagnostiqueur dans la machine pour produire une lettre, il les a ou il ne les a pas. Les travaux qui ont été faits, les matériaux avec lesquels on les a faits, etc. Si ces informations ne sont pas données au diagnostiqueur, et souvent il peine à les avoir de la part du propriétaire, du gestionnaire locatif, du syndic, eh bien, la lettre est dégradée par défaut. C'est une règle du jeu, dégradée par défaut. Bon. Voilà, donc il y a des éléments qui expliquent ce qui sort. Et puis après, bien sûr que l'erreur humaine existe et que, par exemple, un diagnostiqueur, même s'il a les informations, il peut mal les saisir, il peut ne pas les saisir. Il n'y a pas de métier où ça n'existe pas. C'est vrai que là, les conséquences sont importantes, mais ça peut exister même en médecine. Hein. Voilà, vous lisez mal, je sais pas, une analyse, et il vous échappe une ligne, et ça a des conséquences très graves. Ça peut exister. Et je vais aller jusqu'au bout des choses. Il peut même exister, et les organisations professionnelles se battent contre ça, organisations de diagnostiqueurs, des choses répréhensibles, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'un propriétaire peut être tenté de dire tiens, moi, le diagnostiqueur, on va se mettre d'accord, hein, on va se mettre d'accord, parce que mon logement, ce serait bien si je pouvais continuer à louer sans faire de travaux. Voilà, j'en rajoute pas. Bien sûr que ça peut exister, ça aussi. Dans tous les métiers, l'opacité, on va dire, le manque d'intégrité peut exister. Je ne vais pas vous dire que c'est légion, mais ça existe. Bon. Pour le reste, partons du principe que sur l'essentiel, le diagnostic, il rend compte effectivement de la performance ou de la contre-performance énergétique. Alors, une fois qu'on a cette lettre, et notamment les deux aujourd'hui qui nous préoccupent, la lettre G+, ça fait 2 ans qu'on ne peut plus relouer un logement classé G+, très, très énergivore, ou classé G depuis le 1er janvier 2025. Et puis ça va continuer. On va avoir la lettre F, la lettre E qui vont être disqualifiées pour la relocation en 2028 pour la première, en 2034 pour la deuxième. Bon. C'est la loi de 2021, Climat Résilience, qui a fixé cette échelle de disqualification qui crée cette conférence et qui fait une espèce de psychose. On dit mais c'est affreux, etc. Et alors là, moi je le dis tout net, je ne m'associe pas à la psychose. On peut aujourd'hui redresser la performance énergétique d'un logement à louer. Oui, il faut y dépenser, y investir de l'argent dans les parties privatives. Si c'est dans une copropriété, on peut faire des choses. Et dans les parties communes, là, c'est des travaux qui doivent être décidés par l'ensemble des copropriétaires, en tout cas la majorité. Et c'est surtout ça, d'ailleurs, qui améliorera la performance. Et aujourd'hui, je vous le dis comme je le pense, la loi Climat Résilience que j'évoquais, elle date du 22 août 2021. Nous sommes en 2025. Olivier. Alors, quand j'entends la communauté, mais j'en fais partie, hein, qui dit mais c'est affreux. Il tombe des nues, il découvre, le voilà, vous savez, on a tous connu ça, on est charrette, c'est-à-dire il faut rendre une copie, je reprends ma métaphore, hein, des étudiants, c'est le lendemain, ils n'ont pas travaillé. Bon, mais ça m'arrive aussi, hein, on est rattrapé par le calendrier et la pression. On aurait pu anticiper un peu. Je ne dis pas que c'est facile, vous parlez à un syndic qui vous dit mais moi j'ai essayé de faire voter, ils n'ont pas voulu. Bon, aujourd'hui, on oublie les responsabilités, on est au pied du mur pour les classes G et G+, les lettres G et G+. On peut faire des choses, il y a d'ailleurs des startups, je le dis, hein, qui viennent au secours des gestionnaires locatifs ou des propriétaires, et je ne dis pas, on a face à nous, et c'est
l'estime que j'ai pour lui, un représentant d'organisation de petits propriétaires, qui sont l'essentiel, hein, les petits propriétaires. Hein. C'est-à-dire des gens qui ont un logement ou deux. On va lui donner la parole, là. On va lui donner la parole. Voilà, mais il me désavouera pas là-dessus. On se connaît assez bien, c'est la vérité surtout. Ils ont un logement ou deux en vue de leur retraite, de revenus complémentaires, et ce ne sont pas des gens riches. Donc quand on leur dit, tu vas devoir faire 7, 8, 10, 15, 20 000 euros, si on ajoute les travaux de copropriété, plus des travaux éventuellement partie privative, c'est beaucoup d'argent. Mais on peut trouver des financements aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas ancien. Des banques désormais se mettent sur ce marché-là. Il y a des ingénieurs financiers, des AMO, des assistants en maîtrise d'ouvrage financiers, qui trouvent des solutions, qui trouvent les aides disponibles pour réduire le reste à charge, ma prime rénov, hein, ce qui est l'aide majeure, les certificats d'économie d'énergie, voire d'autres aides. Il reste toujours quelque chose à régler. On va voir une banque, on obtient un financement pour la copropriété, donc pour chacun des copropriétaires, voire pour le propriétaire à titre individuel. Ce n'est pas insoluble. Ça ne veut pas dire que ça ne coûte rien. Ça, il faut oublier. Ceux qui se disent, vois-moi, la providence française, hein, où tout était gratuit, ça ne vous a pas échappé, elle est en train de se terminer. Aussi pour la transition énergétique. Ceux qui se disent, sauf les ménages très fragiles, c'est normal. Les passoires énergétiques d'un ménage qui a des très faibles revenus, l'État et les collectivités locales disent, on va effacer la facture. Mais les gens qui ont des revenus normaux, non, leur facture, elle n'est pas de zéro. Elle va être de 40, 50% peut-être de la facture globale, ce qui déjà fait moins que 100%, mais il va y avoir des milliers d'euros à exposer. C'est pas faux. Il faut ramener ça à des mensualités étalées sur plusieurs années. Ça s'appelle du crédit. Hein. Bon, comment on achèterait des logements s'il n'y a pas de crédit? C'est pareil. Hein. Un logement de 250 000 euros ou 400 000 euros, personne ne peut l'acheter. Il y a des crédits. Et ça sort avec 800 000 euros de mensualité. Et là, on y arrive. Bon. C'est pareil pour les travaux. Ces investissements, voilà. Donc, par ailleurs, j'entends des réserves sur on ne peut pas trouver les entreprises. Je ne dis pas que c'est facile. On va y venir, voilà. Henri, on va y venir. Bref, voilà, 10 minutes. Voilà, on a commencé la session, on a laissé 10 minutes à notre ami Henri. J'ai la réputation de beaucoup parler, mais je vois que vis-à-vis d'Henri, je suis vraiment un grand timide. Donc on va ça me rassure, oui, merci. Moi, je voudrais juste avancer et on a commencé à préparer cette émission, notamment avec Jérémy. Et il y a une dizaine de points qu'on voudrait aborder, qu'on va balayer comme ça. On en a balayé un tout à l'heure. On va maintenant aborder le second point et après, je donnerai la parole justement à Christophe Demerson. Le deuxième point, c'est peut-être une difficulté d'interprétation pour les particuliers. On voit bien que les rapports DPE sont jugés trop techniques et peu compréhensibles pour les propriétaires ou les locataires. On voit aussi que les recommandations sont parfois génériques. Elles ne tiennent pas compte des contraintes spécifiques du logement ou du budget. Et je suis obligé d'évoquer quand même la PAC, cette solution magique. On a l'impression que voilà, ils ont, c'est encore mieux que la Belle au bois dormant. Et on ne sait pas ce qui sera dans 10 ans. Ce sera certainement autre chose. Mais c'est aussi ça, cette frustration qu'on ressent chez les propriétaires. Et là, on a le président de 35 millions de propriétaires qui va pouvoir nous éclairer là-dessus. Christophe, à toi. Tu nous entends, Christophe? Mets ton micro, s'il te plaît. Allô? Clermont-Ferrand. On a Pau, on a Clermont-Ferrand, on a le Var, voilà, puis on a plein de gens un peu partout. On a plus de 70 personnes qui sont là aujourd'hui ce soir. Christophe, est-ce que tu peux mettre ton micro, s'il te plaît, parce qu'on ne t'entend pas si tu parles. Et si tu peux mettre ta caméra, quoi, super, génial. On y arrive. Et relève-toi, parce qu'on n'est pas encore dans la guillotine. Hein. On ne va pas encore te couper la tête. Non, mais on ne t'entend pas. Et on ne t'entend pas, Christophe. Et on te voit à moitié. Ah. Là, c'est bien, on t'entend. Voilà, recule. Voilà, merci Didier qui doit partir. Merci beaucoup à Didier. Voilà. Voilà, on t'entend, on t'écoute. Alors, à toi. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et puis j'en profite pour saluer mon ami Henri Buzicazo. J'ai écouté attentivement son long exposé. Je suis d'accord avec beaucoup de choses sur ce qu'a dit Henri, mais Henri, il oublie quand même un détail qui n'est pas un détail et qui intéresse les propriétaires et particulièrement les petits propriétaires, et les bailleurs, mais j'allais dire malheureusement tous les propriétaires. Et je ne parle pas de manque de fiabilité, je parle d'un sujet qui est discutable. Le sujet qui est discutable, c'est le coefficient d'énergie primaire.
Je m'explique. Aujourd'hui, un appartement, et je suis précis, un appartement qui est parfaitement isolé, je dis bien un appartement qui est parfaitement isolé, en périphérie, en plancher, en plafond et en menuiserie, s'il est chauffé à l'électrique et que c'est une toute petite surface en dernier étage ou en rez-de-chaussée, ne peut pas sortir de l'indécence, ne peut pas sortir de la lettre F ou de la lettre G. Pourquoi? Tout simplement. Tout simplement parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, l'énergie électrique est pénalisée. C'est-à-dire que vous prenez le même logement, vous le mettez au gaz ou vous le mettez au bois, il n'y aura aucun souci. Preuve en est que vous prenez un petit logement et j'allais dire, malheureusement, j'ai fait une émission de télé sur une chaîne bien connue pour parler de ce problème. C'est-à-dire qu'en présence de la journaliste et du diagnostiqueur, l'appartement était intégralement rénové et en fonction du critère d'énergie choisi, et ben, l'appartement, le même appartement, donc, il passait de la lettre D à la lettre G, donc inlouable. Donc, quand on voit ça, je ne parle pas de ma prime rénov, je ne parle pas de subvention, je ne parle pas de coût des travaux, je ne parle pas de calendrier qui était dur à tenir et qui était inflationniste. Non, je parle du coefficient d'énergie primaire de 2,3 qui pénalise gravement, j'allais dire honteusement, les millions de petits propriétaires et les millions de Français qui sont victimes de ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on a fait les travaux, quand vous avez des propriétaires vertueux, on ne peut pas nous reprocher de dire qu'il ne faut pas faire de travaux. Moi, ça fait 15 ans que je traverse la France et que je fais des assemblées générales pour dire aux propriétaires, faites des travaux. Pourquoi faites des travaux? Pour valoriser votre bien et puis pour fidéliser votre locataire. Donc aujourd'hui, quand vous avez des propriétaires qui sont vertueux, qui font les travaux, qui jouent le jeu et qui se retrouvent toujours avec une lettre G parce qu'il y a un mode de calcul qui est biaisé. C'est ça, excuse-moi, tu peux relever un peu ta caméra parce que ça coupe un peu la tête. Je dis, c'est difficilement acceptable. Donc après, tout ce qu'on veut, le coût des travaux, tout ça, bon, il y aurait eu un calendrier qui était proposé, qui aurait été un petit peu plus intelligent. On n'aurait peut-être pas eu l'embouteillage, j'allais dire, au départ. Mais tout ça, c'est pas le sujet pour moi. Le sujet pour moi, c'est les petites, et pour les propriétaires principalement, c'est les petites surfaces. Et c'est le coefficient d'énergie primaire à 2,3 sur l'électrique. Et ça, ce n'est pas possible. C'est d'ailleurs, c'est pas ce qu'a demandé l'Europe. Et c'est quelque chose qui est hyper improductif parce que vous allez dans une assemblée générale, ben vous allez avoir les gens, les propriétaires qui vont vous dire, ben on a fait les travaux, on a fait 15 000 euros, on a fait 20 000 euros de travaux, et puis l'appartement, il reste en F ou il reste en G. Ça, c'est pas normal. Et je peux même aller plus loin. C'est que vous allez avoir… 2,3, excuse-moi de te couper, mais 2,3 versus 1,9, tu peux nous donner voilà les… Voilà, 1, mais si on était déjà à 1,9, on aurait déjà 50%, on aurait déjà 50% des biens qui sont en indécence qui en sortiraient. Et je parle de biens parfaitement isolés. C'est-à-dire que sur le même DPE, je dis bien sur le même DPE, je peux le reproduire demain sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Sur le même document, vous allez avoir un appartement ou une maison qui va être en G et qui va avoir un bien, un coefficient qui va avoir une note parfaitement isolée, bien isolée exactement, pas parfaitement isolée, bien isolée, puisque vous avez très bien isolé, médiocre, enfin il y a 4 catégories. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir un appartement qui va être classifié bien isolé et une ligne au-dessus, il va être en jeu. Et bien, tout simplement, pourquoi? Eh ben parce qu'on a multiplié la note par 2,3, alors que le même bien aurait été au gaz ou aurait été au bois, il aurait eu sa note finale, il n'aurait pas été déclassé de 2,3 son résultat. Et c'est d'autant plus surprenant et d'autant plus indéfendable que s'il y a une énergie qui est décarbonée aujourd'hui en France, c'est bien l'électricité. Alors après, est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent derrière pour attaquer la propriété privée? Et je pèse mes mots en disant ça, parce que quand on dit ça en réalité, c'est qu'il faut regarder ce qui se passe. C'est que là, avec un coefficient biaisé qui pénalise les petits propriétaires, pendant ce temps, personne ne perd son temps. C'est qu'on vous dit le gel des loyers, on vous dit l'interdiction des loyers, mais les charges, l'État ne perd rien, les charges, elles courent.
les charges. Votre impôt foncier, il ne va pas diminuer. Au contraire, on va peut-être vous taxer parce que vous avez un logement vacant. Tout court, tout continue à spolier le petit propriétaire pour le mettre dans une impasse, alors que même s'il a fait les travaux, et j'allais dire parfaitement réalisé les travaux par des professionnels, d'ailleurs, le diagnostiqueur va parler après moi, et je ne pense pas qu'il me contredise sur ce point, combien de fois il a dû être confronté à des gens qui avaient parfaitement fait les travaux et qui sont restés en G. Je voudrais le savoir, et puis après, je voudrais donner un dernier exemple aussi, c'est sur les biens qui sont bien isolés aussi, les maisons qui sont, là je parle des maisons maintenant, mais plus grandes, qui sont bien isolées, qui sont en E, à l'électrique. Aujourd'hui, c'est des gens, c'est des propriétaires qui se voient contraints de faire un audit énergétique parce qu'ils sont en E, alors qu'ils ont une maison qui est bien isolée, mais qui a le malheur d'être chauffée à l'électrique hors pack. Donc, j'allais dire, comment on fait pour éviter ça, pour que justement, il n'y ait pas encore le même effet couperet, le même effet ciseau, avec une double spoliation. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas dire aux gens, faites des travaux, soyez vertueux, et puis à côté d'avoir une méthode de calcul qui est biaisée, qui est honteusement biaisée. Et puis je prendrai un dernier exemple avec les poêles à bois. Moi, je vois tous les jours, parce que je suis en Auvergne, et en Auvergne, il y a beaucoup de gens qui se chauffent au bois. Vous avez des gens qui ont fait des travaux, qui sont parfaitement isolés, mais qui chauffent au bois. Et comme vous le savez, en Auvergne, eh bien, ce qui se passe, c'est que c'était des gens qui avant étaient à l'électrique. Ils ont eu le malheur de ne pas démonter leur radiateur électrique et de les garder en secours pour jamais s'il y avait un problème sur leur poêle à bois. Mais quand ils font faire le DPE, on leur dit attention, le poêle à bois ou le poêle à granulés, le coefficient, la lettre, elle compte pratiquement pas. Vous dites, monsieur, vous avez des radiateurs électriques, donc démontez les radiateurs et puis on verra après. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, démontez vos radiateurs électriques et puis mettez des radiateurs à main d'huile. Donc, j'allais dire, quand on voit les enjeux, quand on voit les problèmes que ça fait, j'allais dire aussi bien pour les propriétaires que pour les locataires, parce que regardez le nombre de locataires qui sont en déperdition parce qu'ils ne trouvent rien. J'allais dire, il faudrait quand même être sérieux, et je pèse mes mots, parce que moi, personnellement, j'ai passé 5 ans de ma vie à soumettre, Henri parlait tout à l'heure de la ministre Emmanuelle Vargon, dès que le DPE est sorti, j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai été lui faire voir le résultat des audits qui n'étaient pas bons. Et je rappelle quand même d'ailleurs que ce DPE, parce que Henri a peut-être oublié dans son long discours, mais le DPE, il a été suspendu. Et dès le début, il a été suspendu. Et pourquoi il a été suspendu? Justement parce que devant la catastrophe des délais qui se profilaient. Alors après, on s'amuse de le remodifier à la marge en laissant le phénomène principal, j'allais dire, de 2,3. Donc ça, c'est pas entendable, c'est pas acceptable. Et c'est sûr que nous, en tant qu'organisation qui défendons les petits propriétaires, mais qui défendons aussi le bon sens, on ne peut pas laisser faire. On continuera à se battre jusqu'à ce que, j'allais dire, que la vérité soit rétablie sur ce sujet. Merci Christophe pour tes convictions et ton sens de l'engagement. Ça s'entend et je sais que tu es très très présent pour tous les petits propriétaires. Donc c'est très très intéressant. Je veux juste continuer à dérouler les différents items qu'on a identifiés et je vais donner la parole à Jérémy évidemment. Mais une troisième pierre d'achoppement qui peut aussi survenir ici ou là, c'est évidemment l'absence d'intégration des données réelles de consommation. C'est-à-dire que les factures réelles d'énergie ne sont pas prises en compte pour les biens d'habitation dans le calcul du DPE. Ça crée un décalage entre la performance énergétique théorique et la réalité. Et ça, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet, Jérémy. Et puis, tu peux aussi nous dire ton avis sur tout ce qui a été dit par nos deux autres interlocuteurs jusqu'à présent. Merci en tout cas d'être là. À toi. Oui, bonjour. Alors, merci de m'avoir invité. Je voulais juste rebondir sur ce que Christophe avait dit. Sur l'histoire là, oui, du poêle à bois et des radiateurs électriques. Moi, ça m'arrive régulièrement que les gens, alors chez nous, il y a moins de poêle à bois, mais mettent Dans le sud, tu es du côté du Var, ouais, hein, voilà. ça. Moi, je suis Du soleil, côté du soleil. À côté de Toulon, ouais. Mais il arrive régulièrement que je tombe sur des logements avec des pompes à chaleur, mais les gens n'ont pas enlevé les anciens radiateurs. Et forcément, nous, on les intègre. On n'est pas là pour vérifier le fonctionnement de l'appareil, en fait. À partir du moment où on voit les appareils, on est obligé de les mettre dans le rapport de diagnostic, donc dans le DPE. Ce qui fait que souvent, on arrive à fausser des notes alors que les radiateurs ne marchent plus depuis l'installation de la pompe à chaleur. Mais on est obligé de prendre ça dans la note et de faire des prorata de surface. Et donc, on arrive sur des notes biaisées par rapport à la réalité.
Après l'absence des Intégration de données réelles de consommation, ouais. ouais. Alors, il y a pour beaucoup de cas, ça pourrait être intéressant parce que on le voit régulièrement quand on sort les DPE, ça reflète pas forcément ce que payent réellement les propriétaires. Après, il y a aussi une histoire où nous, on a beaucoup de militaires, par exemple, chez nous. Le militaire qui est que 6 mois chez lui, ce qui nous donne ses factures, évidemment, la note ne sera pas non plus au, à la réalité de la performance énergétique du bien. Donc, c'est un point qui peut être important dans certains cas et qui ne l'est pas dans d'autres. D'accord. Je voudrais, si je peux me permettre, c'est extrêmement intéressant que tu sois dans ce panel, évidemment, parce que, si je veux dire, c'est toi l'homme du terrain, c'est toi qui est face aux clients. Quand on regarde la presse, hein, il s'en donne à cœur joie, plus de 70% des DPE seraient potentiellement inexacts. Comment tu gères ça? Comment toi, au quotidien, moi j'ai juste cette question un peu basique, mais voilà, comment tu recolles les morceaux en fait? Bah, on essaie de dédramatiser déjà. On est quand même nombreux sur le terrain à travailler correctement. Moi, je le vois quand je récupère, généralement, je récupère les anciens diagnostics. Donc, on arrive à en avoir qui sont encore qui ne sont pas sur facture, qui sont plutôt récents. Et généralement, le confrère a fait les choses correctement, hein. Donc après, je sais pas. Moi, je suis dans un secteur aussi, je suis pas dans une grande ville. Peut-être que c'est un peu plus le Far West à Paris ou dans les grandes métropoles. À mon avis, il y a un peu de ça. Mais sur ma zone de chalandise, on va dire que déjà on se connaît un peu tous. Et on sait tout de suite si ce qu'on va récupérer au niveau des anciens DPE, on arrive à avoir confiance les uns en les autres, quoi. Et il arrive des fois qu'il y ait des coquilles, il arrive qu'il y ait quelque chose qui n'a pas été vu, il arrive que, je sais pas, un appartement qui donne sur des caves, ben, le diagnostiqueur n'est pas passé dans les caves parce qu'il n'a pas pu y aller. Et forcément, bah, il met, comme le disait tout à l'heure Henri, la note par défaut. Alors que si on y va, on voit qu'il y a un isolant de 10 cm qui est en sous-face du ourdi, et là, on arrive à ajuster les notes, quoi. Il y a des cow-boys, mais je ne pense pas qu'il y a 70% de cow-boys dans le diagnostic. D'accord. Enfin, quand je parle des 70% de diagnostics inexacts, je ne veux pas forcément, mon propos, ce n'est pas forcément d'identifier des coupables. Je pense qu'il y a aussi, c'est tout un système qui fait, on parlait de 3CL tout à l'heure, mais voilà, il y a aussi peut-être des données qui peuvent pas être renseignées. Enfin, en fait, je pense qu'il y a un manque d'éducation des gens par rapport à ça. Moi, j'envoie toujours avant mes rendez-vous une fiche toute simple, hein, qui demande qu'on me donne toutes les factures, qu'on puisse me donner tout ce qui peut faire qu'on va réaliser un DPE le plus juste possible, quoi. Mais je pense que j'en ai 50% qui ne le lisent même pas, ça. Et tu leur dis bien, ça va entraîner peut-être une lettre ou. Oui, bah, arrivé sur place, on remet une couche. Et là, on arrive à avoir les infos. De toute façon, c'est simple. Quand la note est mauvaise, les infos, généralement, la semaine qui suit, on les a, hein. Oui, d'accord, oui. Oui, j'entends. Alors, on continue sur notre constat, hein, et puis on essaiera après dans une deuxième partie de explorer quelques pistes d'amélioration. Mais si j'ai bien compris, quand même, il y a des disparités importantes dans les évaluations des biens anciens et atypiques. Les biens anciens ou atypiques, ils peuvent être mal évalués. Ces logements, ils obtiennent souvent des mauvaises notes, sans solution adaptée pour améliorer leur classement, les bâtiments historiques notamment. Est-ce que tu peux rebondir là-dessus, s'il te plaît, Jérémy? J'en profite, tu as la parole, donc tu connais bien le sujet. Donc... Oui, alors il y a des vieilles bâtisses, comme des bâtiments classés bâtiments historiques. Ça va être très compliqué de faire une isolation par l'extérieur, par exemple. Donc là, je ne sais pas où on en est, mais à mon avis, c'est bien. Il faudrait peut-être prévoir des dérogations parce qu'on on va pas pouvoir améliorer la performance comme ils le souhaitent jusqu'en 2034. Là, que tout le monde passe en B ou en A, quoi. Il y a des choses qui ne vont pas être possibles. D'accord. Je continue, hein, puisqu'on a déjà une demi-heure d'antenne, mais il y a pas mal de choses qui ont été qui sont venues à la surface, notamment le coût du DPE, la perception du public. Les propriétaires aperçoivent parfois le DPE comme une obligation coûteuse sans réelle valeur ajoutée.
ils pensent que, en fait, voilà, la planète, c'est pas forcément leur préoccupation du quotidien. Ils veulent d'abord manger, se chauffer. Et il y a une écart tarifaire importante des stickers qui peuvent alimenter des doutes sur la qualité des prestations. Voilà. Là aussi, c'est un sujet sur lequel tu dois être confronté, toi, au quotidien. Ah, complètement. On en a qui arrivent à casser les prix. Alors, je pense que c'est des gens qui passent leur certification et qui doivent durer qu'une année parce qu'on est quand même vachement contrôlé. On a des coûts de formation continue qui sont importants. Mais moi, j'ai des collègues sur Marseille. Je sais que j'ai entendu des gens qui faisaient des DPE à 50 € par téléphone, quoi. Donc, ouais. Et quand on voit. Là, faut y aller quand même. Là. Ça envoie du Donc, bois. Ouais. vous êtes là, le client vous dit ça, et vous, votre devis, il est, allez, on va dire, juste pour le DPE, on est aux alentours des 150 € pour une surface à peu près moyenne. Le client, enfin, il y a ceux qui veulent juste le papier et qui ne réfléchissent pas. Et puis, enfin, ça fait partie un peu du flou qu'on a sur notre profession, quoi. Ouais. Dans la même logique, la méconnaissance, tu la vois toi sur le terrain des obligations légales liées au DPE, c'est-à-dire que on a l'impression quand même que les propriétaires, ils sont pas forcément au courant de tout ce que ça implique, les classements E, F et G par exemple, comme l'interdiction progressive de louer. Les locataires, quant à eux, ils connaissent pas toujours leurs droits face à des logements énergivores. Est-ce que toi, tu te rends compte de ça et comment tu réagis par rapport à ça? J'en ai vu, après, j'en côtoie pas mal qui sont quand même au courant, même, on a des locataires qui nous demandent des DPE. Alors moi, j'essaie de pas trop me mettre là-dedans parce que mon donneur d'ordre, ça reste le propriétaire. Mais j'en ai entendu qui demandaient des DPE pour éviter les augmentations de loyer, les choses comme ça, quoi. Après, dans ma région, ce qu'il y a, c'est que le G, il est rare. Parce que le DPE, il prend aussi en compte la zone climatique. Et nous, il faut vraiment y aller pour être rangé ici. Hein. Oui, j'entends. Ouais. Et l'absence de suivi après les diagnostics, une fois le DPE réalisé, il n'y a pas de mécanisme d'accompagnement pour guider les propriétaires dans la mise en œuvre des travaux recommandés. Cela limite l'impact concret du DPE sur la transition énergétique. Alors, c'est un paradoxe quand même. On a vu que c'était une somme de lois, notamment climat et résilience, pour justement accompagner cette transition. Et quelque part, on voit que le dernier bout de la chaîne, ça ne connecte pas, quoi. Non, ils sont laissés. Après, c'est à eux de se débrouiller, quoi. Hein. Mais généralement, de toute façon, c'est le vendeur qui fait le diagnostic. Après, ça passe à l'acquéreur et l'acquéreur, débrouillez-vous, quoi. Mais c'est à lui d'aller trouver, d'aller chercher, d'aller. Manque d'accompagnement sur le terrain, je ne parle même pas de la prime rénov qui est un peu compliquée à appréhender aussi. Ouais. Et puis tous ceux qui se sont mis dans ma prime rénov, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu comme ceux qui faisaient l'isolation à 1 € là. Oui. On n'est pas sûr sur qui on tombe et si on Ouais, sera c'est ça, encore ouais. s'ils seront encore là l'an prochain, quoi. Ouais, C'est ça. d'accord. Non, Non, mais d'ailleurs, une Vas-y, parenthèse. Henri. C'est tout à fait vrai aujourd'hui que devant ce marché colossal qui s'ouvre du diagnostic, des travaux, des aides, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage financière, on a des imposteurs et des gens malhonnêtes. Et il n'y a pas un seul marché profond qui apparaisse sans qu'il y ait cette conséquence. Je pourrais vous parler longuement des imposteurs de la formation. Bon, la formation devient obligatoire pour les agents immobiliers et les administrateurs de biens, mais on voit apparaître des centres de formation qui font n'importe quoi. Bon, ce n'est pas le sujet du soir, mais c'est pour vous dire que c'est inévitable. Et aujourd'hui, un sujet pour l'ANA, par exemple, qui distribue les aides, c'est désormais aussi de contrôler qu'il n'y a pas fraude. Et donc, les délais, par exemple, vont se rallonger. Mais voilà, on parlait tout à l'heure, je voulais en rajouter par rapport à ce que dit Jérémy, du dumping en matière de diagnostic. Pareil, dès qu'un marché apparaît qui est intéressant, attractif, il y a du dumping. Des gens qui disent, moi, je vais capter des clients en faisant n'importe quoi et simplement en baissant le prix. Et là, moi, j'attire aussi l'attention. Alors, j'ai dit devant Christophe, le petit propriétaire, encore une fois, il n'a pas des gros moyens. Mais l'histoire du moins de 10 ans, ça reste très dangereux.
Et il faut il faut une éducation pour dire le DPE, c'est un document très important. C'est comme quand on va faire des examens sanguins ou une radio. Est-ce qu'on accepterait de dire ça peut être fait n'importe comment, c'est pas grave, pourvu que on me dise que j'ai pas de fracture. C'est pas ça le sujet. Bon, et pour le logement, c'est un peu ce qui se passe. Peu importe, 50 €, c'est mieux que 150 €. Je prétends qu'on a un problème. Je ne suis pas diagnostiqueur, je suis à l'aise. On a un problème de reconnaissance de la valeur ajoutée et de reconnaissance des enjeux liés au DPE. C'est très important, un DPE, pour le vendeur, pour l'acquéreur, pour le locataire ou le bailleur. Ça a des incidences très importantes sur le prix, le montant du loyer, etc. Ça ne changera pas. Tant mieux si on arrive à le fiabiliser encore plus, etc. Il sera de plus en plus au cœur du truc. Et quand j'entends, franchement, 150 €, c'est délirant, ben non, c'est pas délirant. C'est pas délirant. Les mêmes personnes, quand elles vont faire des examens, encore une fois, pour leur organisme, alors elles ont une mutuelle, il y a des financements, donc on se dit, finalement, on s'en fiche. Non, on s'en fiche pas. Il y a une qualité d'investigation. Et derrière, il y a les questions, d'ailleurs, je parlais d'organismes de formation, il y a des organismes de formation au métier de diagnostiqueur qui sont scandaleux, voilà, qui ne forment personne, voilà, qui distribuent des certificats au comptoir, voilà, et donc diagnostiqueur qui donne la lettre au téléphone, et il y a aussi des diagnostiqueurs qui se forment en payant. Donc, tout ça, c'est inévitable, il faut y veiller, il faut serrer les boulons, c'est pas facile, ni côté pouvoir public, ni côté filière. Voilà, on a un représentant parmi nous. C'est pas facile, c'est même douloureux de se dire il y a des gens qui bossent mal, ils sont à côté de moi, ils me piquent des clients et ils disqualifient, ils abîment en tout cas l'image de mon métier. Oui, j'entends. Alors, il y a un autre élément qui est survenu aussi, c'est l'inclusion limitée des énergies renouvelables. On sait bien que, évidemment, dans cette loi climat et résilience, on veut toujours accompagner, c'est quand même la grande idée d'accompagner la transition énergétique, mais on se rend compte que le DPE ne valorise pas toujours de manière optimale l'utilisation et l'intégration des systèmes d'énergie renouvelable, les panneaux photovoltaïques, les pompes à chaleur hybrides. Voilà, on a parfois du mal à l'appréhender, on fait plusieurs tests, voilà, un peu une logique déductive, et parfois on reste sur sa faim. Et les propriétaires peuvent aussi avoir des difficultés à comprendre les bénéfices de ces systèmes par rapport à leur diagnostic. Christophe, toi, c'est quelque chose que tu vois aussi de ton côté ? Moi, je vois un peu ça. Il y a quelque chose qu'on a oublié de parler, aussi bien Henri que le diagnostiqueur. On en avait parlé au début dans l'introduction. On en avait parlé un tout petit peu à l'introduction de l'émission. C'est cette histoire des pompes à chaleur, des packs. Et c'est vrai, j'allais dire que malheureusement aujourd'hui, et si je voulais être provocateur, et si j'avais un conseil à donner aux propriétaires, c'est terrible de dire ça, parce que ça va à l'opposé de ce que je pense. C'est n'isolez pas, ne changez pas vos fenêtres, ne mettez pas de laine de verre, mettez une pompe à chaleur. Voilà. Et vous mettez une pompe à chaleur, j'allais dire même avec des fenêtres transparentes, et vous allez vous en sortir, alors que si vous faites toute votre isolation correcte sur les petites surfaces, et si vous ne pouvez pas mettre de pompe à chaleur, vous en sortirez pas, vous resterez rangé. Christophe, je vais t'interrompre une seconde. J'ai la personne qui était chargée de faire l'entretien de la chaudière qui était là hier, et je me suis entretenu assez longuement avec lui, et il m'a dit mais c'est un désastre les pompes à chaleur. C'est un désastre parce que en fait les gens, oui, c'est un désastre parce que ils sont pas sûrs d'être chauffés. Il y a des contraintes techniques. On est d'accord. Ça va changer la note, mais eux n'auront pas chaud. Eux, ils auront froid. On est d'accord, et j'allais même dire, je pense à cette réflexion par rapport au fait que notre diagnostiqueur est de la région de Toulon, donc c'est des régions basses, et où il ne fait pas très froid. Mais moi, je vois en Auvergne, par exemple, les gens qui ont mis des pompes à chaleur et qui sont à 800 mètres et qui sont à 1000 mètres, je peux vous dire, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des gens qui sont avec les sèche-cheveux parce que tout est frigorifié, parce qu'il y a le givre qui s'est… Alors que même là, on n'a pas eu un hiver très froid, on a eu que, j'allais dire, une petite semaine entre moins 5 et moins 10 degrés. Et là, on voit les limites du système, c'est-à-dire que des gens qui se sont laissés bercer, qui ont suivi, ils ont mis la pompe à chaleur, effectivement, sauf que la pompe à chaleur, à moins 10 degrés, tout est congelé.
et les gens, ils sont le matin en chaussons avec, avec le sèche-cheveux, alors qu'avant, tout se passait bien. C'est tout ça qu'il faudrait revoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Je tout te ça. permets, Christophe, on a quand même l'impression qu'à chaque fois, il y a une nouvelle fad, on dirait en anglais, mais il y a une nouvelle tendance qu'il faut absolument suivre. Aujourd'hui, c'est la pompe à chaleur. On nous a Ah souvent non, mais vanté c'est pour ça que d'autres systèmes et on a l'impression que c'est au mépris d'une vraie approche scientifique ben ça, fouillée. alors après, Et on a vraiment l'impression que il suffit c'est de la mode du relire. moment. C'est la mode du moment. Il suffit de relire, Olivier, il suffit de relire l'auteur du mode de calcul du DPE méthode 3CL. Il s'appelle Bruno Slama. Eh ben, il suffit de taper Bruno Slama DPE méthode 3CL et là, tout le monde va tomber de sa chaise parce qu'en réalité, ben, lui, c'est un mathématicien, Bruno Slama. Hein. Donc, il est parti de formules, etc. C'est un scientifique. Mais le problème, c'est qu'après, il y a ça, et puis après, il y a l'adaptabilité sur le terrain. Et puis après, il y a encore, c'est ce que je disais, parce que le fond du problème, et de toute façon, le législateur, il s'amuse à balader le propriétaire depuis 3 ans et demi. Et ça, un jour, les Français le sauront. Et ça, c'est, j'allais dire, politiquement, c'est dangereux parce que c'est pas rendre service à la planète que de mentir aux Français. C'est pas rendre service à la planète de dire que c'est un sujet que le DPE est indiscutable. C'est pas rendre service à la planète de prendre les gens, j'allais dire, en otage avec une méthode de calcul comme ça qui est biaisée et qui est discutable et plus que discutable et qui sera discutée, j'en suis sûr, parce que de toute façon, vous allez prendre un petit appartement à Paris, j'allais dire un petit appartement sur les boulevards, qui a fait, j'allais dire, le bonheur de centaines d'étudiants ou au moins de milliers d'étudiants, puisque des fois, il y en a 2 qui passent dans l'année ou 3. Et ben, ces petits appartements qui sont sous les toits, on ne peut pas mettre une pompe à chaleur sur les boulevards, sur les façades à Paris. Hein. Ils n'ont pas de Ça va être balcon. compliqué dans Donc la chambre de bonne. Ça va être compliqué. même si ces petits appartements peuvent être rénovés correctement, les menuiseries changées, isolées, de l'isolation mince, tout ce qu'on veut, toute la technologie qu'on a aujourd'hui, s'il a un radiateur électrique, il ne sortira pas de l'indécence, il sera interdit à la location. Et ça, c'est un scandale. C'est un scandale absolu. Et les politiques, je le dis tranquillement, les politiques qui jouent avec ça le paieront un jour. La production d'eau chaude aussi en électrique qui fait plonger les notes. On peut parler de la production d'eau chaude. Vas-y, Jérémy, tu peux nous éclairer sur la production d'eau chaude, s'il te plaît? Sur les petites surfaces, la production d'eau chaude, imaginez vous mettez un ballon de 100 litres dans un appartement de 25 mètres carrés, tout de suite la note elle va plonger parce que le rapport eau chaude chauffage ils vont être aussi importants l'un que l'autre. D'accord. Alors que vous ne prenez pas une douche toute la journée, quoi. Intéressant. Je continue. Vas-y, oui, je continue sur. Je déroule, hein, je suis obligé, on a quand même un agenda, les amis. Le point numéro 9 qu'on voulait évoquer avec vous, c'est la faible prise en compte des matériaux biosourcés. Pareil, on se dit, loi et résilience, on veut assurer cette transition dont on parlait il y a un instant, mais les recommandations des travaux énergétiques ne tiennent pas toujours compte des solutions écologiques, comme les isolants biosourcés ou les techniques de construction durable. Ces options sont pourtant de plus en plus demandées par les particuliers. Est-ce que tu entends ça, toi, de la part des particuliers, qu'il y aurait une déconnexion, en fait, entre ce que eux veulent, je pense notamment au linge, il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent vraiment nous aider dans le biosourcé, et après, ce qui est disponible, ou ce qu'on peut mettre, ou comment c'est évalué, ces notes, comment ça peut changer les classes de lettres. Tu entends ça, toi, Jérémy, sur le terrain? C'est toujours en fait pareil. Je pense que le DPE, il privilégie surtout la réduction de consommation, mais pas forcément mince, je perds mes mots ce soir. Je suis fatigué, je suis désolé. Il n'y a pas de souci. On est bienveillant en conférence qui pense, donc tu peux te ressaisir. Je peux même boire un verre d'eau et revenir, il n'y a pas de problème. Non, mais il est vraiment calé sur dépenser moins d'énergie, mais pas forcément consommer autrement, quoi. D'accord. Et après, on voit sur des matériaux un peu nouveaux qui ne sont même pas dans l'algorithme 3CL, quoi. Donc on ne sait pas où les mettre. Tu penses à quel matériau concrètement qu'on ne peut pas mettre dans le DPE. Donc on est obligé de bidouiller. Après, on y arrive quand on a vraiment toutes les docs et les coefficients de résistance, des choses comme ça. Mais il y a des matériaux qui ne font pas partie de la méthode de calcul, quoi.
à quel matériau, si je peux me permettre de te demander ça, Il y a Jérémy? certains isolants minces qui sont pas pris dedans. Ouais, Et c'est après, vrai. pardon. Christophe, tu veux intervenir? Ah bah, je dis, c'est vrai, ce que dit notre diagnostiqueur est vrai. Hein. Oui, Ce que dit Jérémy Jérémy est vrai, Achard. je l'ai Jérémy vu, Cachard. je l'ai vu, puisqu'il y a des matériaux qui ne sont pas référencés. J'ai même alerté personnellement le ministre de l'époque, Guillaume Casbarian, là-dessus, et il me disait que c'était un cours de certification, et tant que ce n'était pas certifié effectivement, alors que c'était sur le marché, bah, les gens, ils allaient attendre. Mais on pourrait dire pareil, on a parlé de la production d'eau chaude, on pourrait dire pareil sur la production d'eau chaude, moi où j'ai vu des gens mettre des chauffe-eau de 80 litres, puisqu'on leur a dit de mettre les chauffe-eau de 80 litres de la dernière génération pour justement pour améliorer leurs notes. Et en réalité, bah, le diagnostiqueur, bah, lui, il n'avait pas encore, le logiciel avait pas encore ces chauffe-eau de 80 litres référencés, c'était des chauffe-eau atlantiques. Et ben donc la note, elle bougeait pas. Mais on pourrait aussi tout bien parler parce qu'on dit consommer moins. Et si vous regardez les pubs que reçoivent les Français, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit mettez des radiateurs, par exemple, à fluide caloporteur, à détecteur de présence, à détecteur de ce qu'on veut. Mais sur votre note, et notre diagnostiqueur ne nous démentira pas, sur votre note de DPE, que vous ayez un grille-pain à 30 € ou que vous ayez un radiateur à 500 €, je vous rassure tout de suite, votre note sera la même. Il n'y aura pas un dixième de changer, ça sera exactement la même note, hein, à tel point que les gens qui veulent s'opposer à ce que la note, le coefficient de 2,3 soit revu, disent ah ben non. C'est là qu'on voit toute la perversité du système. Ah ben non, parce que si on revoit ce coefficient de 2,3, les propriétaires qui sont méchants, comme tout chacun le sait, hein, et qui mangent les enfants, les propriétaires, eh ben, ils vont faire quoi? Ils vont mettre des radiateurs de mauvaise qualité, et puis ils vont pas mettre des radiateurs de bonne qualité pour que leur locataire ait pas froid et qu'il y ait un détecteur de présence et qu'il ait une bonne chaleur et qu'il soit confortable. Alors que justement, un propriétaire, et aujourd'hui un bon propriétaire bailleur, ben, qu'est-ce qu'il veut? Il veut surtout que son locataire soit bien chez lui, qu'il soit confortablement chauffé, isolé, que ça lui coûte le moins cher possible, et puis surtout qu'il conserve son locataire. Donc c'est vraiment méconnaître le marché aujourd'hui, parce un propriétaire, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est d'avoir un bien qui se valorise, et qu'il y ait des travaux ou pas. De toute façon, ces travaux, c'est encore une des seules chances qu'on a, on peut les déduire de ses revenus fonciers. Donc lui, il veut faire des travaux. Mais moi, quand je dis on fait des travaux, on doit pouvoir avoir un retour sur investissement. Et le retour sur l'investissement, il n'y est pas quand vous ne pouvez pas mettre une pompe à chaleur ou que vous êtes malheureusement obligé d'être à l'électrique parce que vous n'avez pas le gaz dans l'immeuble ou parce que vous êtes dans une zone de montagne. Et je voyais dans la région de Toulon ce que disait Jérémy. ce que disait Jérémy, les jets sont fort rares, mais je ne l'invite pas à prendre le train pour venir nous voir à Clermont, parce que comme vous le savez, tout le monde le sait, bah, le train Clermont-Paris, bah, il est intenable. Et puis alors, je ne dis pas s'il vient d'une autre région, c'est encore pire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dès que vous êtes dans la moyenne montagne, Jérémy pourra en parler s'il le veut avec les histoires de hauteur et dans le calcul du DPE, mais je peux vous dire que c'est pas 50%. Dès que vous êtes à 800, à 1000 mètres ou à 1400 mètres, et dans les stations d'altitude, et toutes les petites surfaces sont intégralement tout en jet, puisque les gens vont pas aller s'amuser à mettre une pompe à chaleur à 1400 mètres d'altitude ou à 1200 mètres d'altitude, parce que les gens savent que ça ne marche pas et que ça gire. Donc les gens, ils se retrouvent avec des appartements en jet, ce qui n'arrange pas non plus ni les saisonniers, ni les gens qui louaient ces appartements avant, puisque tout le monde connaissait les règles du jeu et les isoler. Mais donc on se retrouve devant un bouleversement du marché, et c'est là que j'allais dire malheureusement, eh ben, on est dans le perdant-perdant, puisque là, on est dans le perdant pour les locataires et on est dans le perdant pour les propriétaires et on est aussi dans le perdant pour l'État, puisque l'État, ben, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit les DMTO, les droits de mutation à titre onéreux, s'effondrer. Mais vous me direz, c'est pas grave en France, les droits s'effondrent, et ben on va augmenter les frais. C'est ce qui se passe, donc on n'a qu'à continuer comme ça, on est bien parti. Non, c'est clair. Il y a quand même des vrais soucis. Alors, on a balayé, on ne peut pas tout balayer. C'est un gros dossier, vous imaginez bien. C'est très technique. Il y a beaucoup d'incidences. On a quand même l'impression qu'on est face à une boîte noire quand vous avez le diagnostiqueur qui arrive et vous ne savez pas ce qui va sortir. Et puis, quand la lettre ne vous convient pas, vous essayez de gratter un petit peu. Donc, je vous conseille tous, tout autant que vous êtes,
d'essayer de comprendre un petit peu les applications. Elles ne sont pas toujours évidentes à comprendre. Avec les éléments qu'on a évoqués là, ça va vous donner quelques éléments déjà. Vous pouvez aussi contacter Jérémy, évidemment. Là, sur une deuxième partie de l'émission, j'aimerais qu'on puisse avancer et j'aimerais qu'on puisse voir qu'est-ce qui est possible. Est-ce que, je vais lancer quelques bouteilles à la mer, mais est-ce qu'un haut conseil du diagnostic, est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable, qui est envisageable? Est-ce que l'ordre, est-ce qu'on doit s'acheminer vers une profession un peu plus organisée avec un conseil de l'ordre? Est-ce que ça changerait quelque chose pour vous? Est-ce que c'est des choses qui doivent être portées vis-à-vis du ministère? Henri, comment tu vois les choses, toi? Juste une parenthèse pour revenir sur les propos de Christophe ou de Jérémy d'ailleurs. Il faut beaucoup de modestie dans la matière. Moi j'ai pu dire des choses enthousiastes, je garde cet enthousiasme, mais rien de ce qui a été dit techniquement par Christophe, par exemple, sur la disqualification de telle énergie, sur le fait que des logements soient injustement disqualifiés, rien de tout ça n'est faux. Et je pense aussi, il ne faut pas imaginer, il ne faut pas être parano. Il n'y a pas forcément une mauvaise intention du législateur, d'autant que là, c'est souvent le pouvoir réglementaire, et c'est un travail technique. Et j'en arrive à ta question d'ailleurs. Il faut travailler avec des hommes de l'art. Par exemple, le premier DPE, le premier DPE version 2, vous savez qu'il y a eu une campagne de rappel, tellement ça ne marchait pas, qui a coûté quand même 10 millions d'euros à l'État, c'est-à-dire à vous et à moi, parce qu'on a rappelé 120 000 diagnostics qu'il a fallu faire refaire par les diagnostiqueurs qui ont été indemnisés par l'État. Pas très cher d'ailleurs. Parce que ceux qui avaient travaillé sur ce logiciel n'avaient pas assez écouté les professionnels. Bon. Donc, je prétends qu'on est sur des choses qui sont très nouvelles, qui sont en train de se faire. Tout ça, c'est très récent finalement. C'est au cours des dernières années. Et c'est très complexe. Donc, il y a des améliorations à apporter. Vous avez vu qu'on a déjà travaillé sur les petites surfaces. Bon, on peut évidemment, je pense, je ne suis pas ingénieur, mais j'ai une grande confiance dans la science et tout ça, c'est scientifique. On peut améliorer des choses. Et je pense que ce même débat, si on l'a dans 2 ans ou dans 4 ans, il y a des reproches qu'on ne fera pas. Et il faut que ce soit corrigé. On ne fera plus. On ne fera plus, exactement. Parce qu'il y a, c'est vrai, des injustices, des choses qui ne vont pas. Je vais faire la parenthèse. Mais je l'ai abordé. Est-ce que la profession, elle est crédible? Et lorsque, par exemple, on ne l'a pas assez écouté, quand on a fait le DPE V2, ou quand on va le faire évoluer, est-ce qu'aujourd'hui, elle donne l'apparence d'un corps professionnel vis-à-vis des pouvoirs publics ou de l'opinion, propriétaire, par exemple, l'apparence d'un corps professionnel solide, fiable et sérieux. Moi, je suis un peu triste de ce que je vois. D'ailleurs, ça conduit à des propositions qui sont assez normales. Il y a un éclatement de la représentation syndicale. Il y a aujourd'hui quelque chose comme 5 ou 6 organisations professionnelles. L'épisode le plus récent, je le dis avec regret, plus c'est une famille professionnelle à laquelle vous savez que je suis attaché, c'est la FNAIM. Il existait la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers de la FNAIM, qui vient de faire sécession, c'est-à-dire, c'est historique, de quitter le giron de la FNAIM, au motif que, notamment, il n'y avait pas l'indépendance était faussée. C'était pas vrai. C'est-à-dire que les diagnostiqueurs de la Chambre des diagnostiqueurs de la FNAIM ne recevaient pas leurs ordres des administrateurs de biens de la FNAIM. Bon. Mais bref, l'argument a été mis en avant, je peux respecter. Le résultat, c'est une sécession. La FNAIM qui recrée une chambre. Tous les 3-4 jours, moi, je vois des messages passer, et si on crée un ordre, etc. De vous à moi, l'image qui est donnée par cette jeune profession, on peut dater 80. Oui, c'est moche. Bon, c'est moche. Et vous voyez, moi, je viens de recevoir une mission de la ministre qui consiste à travailler sur les filières de formation initiale qui conduiraient à ce métier-là, qui est aujourd'hui un métier de reconversion. Donc, c'est essentiellement des formations continues courtes, de 3-4 mois, qui conduisent à ce métier. Bon. Donc, cette filière n'est même pas mature encore. Elle n'a pas de convention collective, par exemple. Elle se raccroche à des conventions collectives existantes. Elle n'est pas mature
Et, en formation non plus, Didier. Toi, Henri, qui est à la tête d'un institut de formation, il n'y a pas de formation diplômante validée par l'État. Exactement. Et donc notamment, la ministre a souhaité qu'un groupe de travail que je vais piloter examine quel diplôme reconnu par l'État devrait conduire à ce métier-là. Quel au pluriel, sans doute. Il y a des spécialisations selon qu'on veut pouvoir détecter l'amiante ou d'autres pathologies. Bon. Est-ce qu'il faut créer un BTS, un bachelor? C'est ça la question. Ou une licence professionnelle ou des masters. Il n'y a pas aujourd'hui ces autoroutes. Tous les métiers matures ont leur parcours de formation initiale. Bon, aujourd'hui, un jeune qui dit je vais être diagnostiqueur, ben, il va dans un centre de formation qui est aussi pour des personnes qui se reconvertissent. Il n'y a pas de filière à proprement parler. Eh bien, alors qu'elle n'est pas mature, cette profession encore, qu'elle doit se consolider, pour moi, elle s'offre un luxe qui n'est pas normal. Voilà, donc il y a des organisations professionnelles. Il faut d'urgence que la profession se ressaisisse à cet égard et s'unifie, et présente une organisation professionnelle. Si ça n'est pas possible, on ira voir les pouvoirs publics, mais ce sera une faillite, ce sera un échec, en disant de grâce, créez un ordre parce que nous, on n'y arrive pas. C'est moche, voilà, c'est moche. Donc, on voit les enjeux, ce qu'on vient de se dire là, tous les trois. Il faut améliorer les outils, il faut rassurer, il faut ceci, il faut cela. Il y a des enjeux, par exemple, il y a l'audit, on n'en parle pas aujourd'hui, qui est l'autre outil, qui est la perspective de perfectionnement du DPE. On va vers l'audit avec des recommandations de travaux, des simulations de gains énergétiques. On va vers la transparence. Je fais des travaux. Christophe appréciera, je fais des travaux, je mets 10 000 balles, 15 000 balles, je sais que j'ai une garantie de performance. Tout ça, c'est l'enjeu de cette profession. Eh bien, aujourd'hui, c'est là-dessus qu'il faut bosser, plutôt que de multiplier les organisations professionnelles pour des raisons, pardonnez-moi, mais que je trouve métaphysiques, au mauvais sens du terme. Un ancien prof de philo, il y a le bon sens métaphysique et puis il y a le sens, c'est surréaliste, voilà, on pourrait dire. Bon. Je suis déçu par ça, je le dis très fermement. Alors, je ne désigne personne du doigt, mais j'en appelle à ces responsables d'organisations professionnelles, ils sont plusieurs, de grâce. Moi, dans mon groupe de travail, je comptais travailler, bien sûr, avec les syndicats, et je vais le faire. Mais voilà, je me retrouve avec une difficulté, c'est qui je fais venir dans les réunions, des gens qui sont en train de se mettre sur la figure, et que je vais devoir faire travailler ensemble sur des sujets consensuels. Est-ce qu'on peut ne pas être d'accord sur l'idée, tiens, qu'est-ce qu'on va mettre dans un BTS? Évidemment qu'on doit être d'accord là-dessus. Bon, eh bien non, ça va être difficile. Je vais avoir des difficultés à cause de ça. Je pousse un coup de gueule, mais je suis triste de ça, parce qu'on en rajoute vis-à-vis des pouvoirs publics, et on donne le sentiment que tout ça n'est pas sérieux, alors que ce métier, je le dis devant Jérémy, c'est pas pour lui faire plaisir, c'est un métier essentiel. C'est le premier maillon de la chaîne. Les petits propriétaires, le jour où on pourra leur dire allez, vas-y, c'est fiable, tous les cas de figure sont pris en compte, etc. Tu peux y aller. Comme un examen médical qui est fiable, on aura considérablement avancé. Et on voit aujourd'hui qu'il y a encore des incertitudes, des machins, c'est pas clair, des bons et des mauvais professionnels, du dumping, etc. On a des maladies à traiter importantes et on est en train de se disputer pour savoir dans quel hôpital on va aller. Voilà, ce n'est pas sérieux. Merci Henri pour ce coup de gueule, je pense qu'il était nécessaire. Moi, je voudrais donner la parole à Jérémy, parce qu'on a quand même cette Jérémy qui représente à la fois la jeunesse et puis la capacité pour tout un chacun de mieux comprendre ce qu'il a attiré vers cette profession. Et c'est là-dessus que j'aimerais insister. Qu'est-ce qui t'a attiré vers la profession de diagnostiqueur, toi, Jérémy, au départ? Et qu'est-ce qui te plaît dans ce job? Qu'est-ce qui te plaît dans ce job? Parce que je vais approfondir, je vais donner la parole, mais moi, j'ai l'impression, j'ai quelqu'un dans ma team qui, cette semaine, m'a fait parvenir ou l'a mis sur un post sur un réseau social. Je crois que c'est Sébastien Ponce. Il a mis sur, vous savez, les fameuses douchettes là, et vous faites, c'est une sorte de mini-écran, et vous avez en temps réel, en fait, les ponts thermiques. Enfin, il y a un côté fascinant quand même. Il y a un côté high-tech, new-tech, et on n'a pas l'impression que c'est ce qu'on vit au quotidien avec les. Voilà. Donc, comment tu vis ça, toi? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de
de rendre ce métier un peu plus sexy qu'il ne l'est pas, je ne sais pas, hein, et attirer du monde peut-être plus dans la filière, plus de monde dans la filière, je ne sais pas. Alors, oui, c'est un métier de reconversion. Moi, je vois, quand j'ai passé ma formation, on était tous à peu près de la même génération. Donc, ça attire les jeunes. Moi, c'est ce que je dis. J'ai construit d'abord. Donc, j'étais plâtrier peintre. J'ai vendu. J'étais agent immobilier. Maintenant, je contrôle. Et Hein? voilà, je suis arrivé dans le diagnostic. J'étais agent immobilier et j'ai toujours vu les diagnostiqueurs faire. Je les ai souvent accompagnés et j'ai toujours été intéressé de comprendre ce qu'ils faisaient. Parce que moi, le bâtiment, ça m'a toujours attiré et c'est pour ça que. T'es compagnon, toi, au départ, non? Je me trompe pas? Ouais, moi, j'étais plâtrier traditionnel, quoi. Chez mes D'accord, compagnons, d'accord, plâtrier d'accord. peintre. J'ai travaillé chez un compagnon pendant longtemps, donc on faisait beaucoup de chantiers traditionnels, briques et plâtre. C'était pas très loin de Clermont. Moi, j'étais à côté de Saint-Étienne. Et Ah, donc, on c'est faisait aussi bien, bah, t'es quelqu'un de bien, toi, t'es quelqu'un de bien. Ouais, Allez les verts, les amis. c'est Bon, ça. mais c'est cette caméra thermique, là, on a l'impression qu'il y a plein de choses qui peuvent aussi évoluer. Il y a un Mais côté high-tech qui n'est pas encore mis. la caméra thermique, on peut la prendre, mais elle va juste nous donner un peu les déperditions, elle va nous aiguiller, mais elle n'est pas reconnue dans le diagnostic. Pas reconnu. Non, elle va nous aiguiller sur des déperditions, des choses comme ça, mais dans le DPE, on n'a pas à l'utiliser. Il y a plein de choses comme ça. Il y a des détecteurs de fibres d'amiante qui ne sont pas reconnus. Il y a le détecteur pour le plomb, il faut, Intéresser notre ami Henri, ça, c'est pas reconnu quand même. Il pourrait. C'est juste un il y a plein de exemple, mais je choses. pense qu'il y a. Ouais, ouais, Il y a ouais. plein de nouvelles technologies, mais Ah, avant que mais ça arrive dans toutes les chaînes de la bureaucratie et que ce soit adoubé par tout le monde, à mon avis, on peut attendre un moment. Puis il y a une histoire de lobbying, de choses comme ça, je pense aussi. bien sûr. Non, mais je suis sûr qu'Henri serait. Alors, Henri a une grande force, hein, on ne se connaît pas très bien avec Henri, mais ce que j'aime beaucoup chez Henri, c'est cette capacité justement à écouter et à faire travailler ensemble des gens qui peut-être pourraient pas forcément se parler au départ. Et je pense que c'est ça aussi le but d'un politique, d'arriver vraiment à Et, faire concorder et à faire avancer sur le point bien des sûr. idées. Et je pense que Non, mais, Jérémy, là, tu pourras interagir avec, voyez, Henri. je viens d'apprendre en débattant avec vous que la proposition de loi qui, on va dire, assouplissait les interdictions de louer, notamment en copropriété, vient d'être rejetée parce que, voilà, on n'a pas trouvé, à une voix près, on n'a pas trouvé de majorité. Je suis triste et je ne suis jamais si heureux quand j'arrive à mettre d'accord des personnes. Oui, ça c'est vrai. C'est tout à fait vrai. J'ai Et bien vu quand les ça chez toi, Henri. Bravo Eh pour ça. oui, mais quand les enjeux le méritent, le métier qu'a choisi Jérémy, c'est très intéressant le parcours qui a été le sien, est un métier merveilleux. Je ne sais pas ce qu'il est là. Hein. Bon. Moi, je le conseille à un certain nombre de jeunes. Et dès qu'existeront des diplômes reconnus par l'État, mon école, sans doute en association avec des centres de formation technique, parce que je n'ai pas toutes les compétences dans une école immobilière. Il y a des compétences très techniques, hein, c'est immobiliaro-technique. Et Jérémy le sait, donc éventuellement en association, mais j'ai bien envie de former à ces métiers-là. Ces métiers séduisent les jeunes à juste titre, les jeunes ou les moins jeunes, reconversion. On peut se reconvertir à 25 ou à 50 ans. Ce sont des beaux métiers, les métiers de diagnostic, je peux comparer aussi à la médecine, sont des métiers à très forts enjeux. Et c'est de plus en plus des métiers du conseil. On va conseiller les travaux qu'il faut faire avec un certain nombre des simulations, y compris financières. Il y a une responsabilité qui est très lourde. Tous les beaux métiers ont une lourde responsabilité. Aujourd'hui, les DPE sont opposables, par exemple. Bon, ça a été un tournant qui a été pris il y a, je ne sais plus, 4 ans. Les gens n'ont pas ça en tête. Opposable, juridiquement, ça veut dire qu'on peut rechercher ma responsabilité. Et donc, ceux qui ne travaillent pas bien, qui se laissent aller acheter, ou bon, ils sont. Par téléphone, DPE par téléphone dont parlait Jérémy tout à l'heure. Oui, mais celui qui travaille comme ça, il est en situation de risque. Tant qu'on lui fiche la paix, tout va bien. Le jour où on ira rechercher sa responsabilité, parce qu'un locataire fera faire, il l'a dit tout à l'heure, un DPE alternatif pour vérifier et mettre en cause son propriétaire, les ennuis commenceront. Et le propriétaire, il dira, mais attendez, moi j'ai un DPE.
je ne sais pas si je l'ai eu au téléphone, etc. On ne saura pas. Il dira, j'ai un DPE. On remontera au diagnostiqueur. Cette responsabilité, c'est la dignité aussi. Ça va avec. Et donc, ces métiers, ils sont absolument essentiels. Ils le seront de plus en plus. Il y a des évolutions technologiques. On va vers la maquette numérique. On va éventuellement réglementaire. On se dit, est-ce qu'il ne faut pas un carnet de santé de l'immeuble dans lequel il y aurait un diagnostic qui ne serait pas fait au moment d'une transaction, d'une vente ou d'une location, avec les biais qu'il peut y avoir, qu'on évoquait. Moi, si je veux louer, peut-être que je vais être pas sérieux sur ma commande de DPE. Non, un diagnostic est attaché. Voilà, que j'ai un carnet de santé. On l'a dans le plan pluriannuel de travaux, ça, avec le DPE Exactement. collectif. Exactement. Donc, on va de plus en plus vers ça. Il va y avoir des évolutions, beaucoup réglementaires, techniques, technologiques, qui sont fascinantes. On est dans un pays qui a de l'avance au plan technologique sur toutes les questions de bâtiments, de pathologie. Et donc, voilà, moi, je veux dire ça sur ces métiers-là. Et là encore, ces métiers, on a estimé on a aujourd'hui 10 000 diagnostiqueurs France entière. On estime qu'il en faudrait le double pour pouvoir répondre à la demande vite, de manière compétente, etc. On appelle ça un métier en tension. Je pense qu'il n'y a pas d'autre métier dans ce pays où il manque autant de professionnels qu'il y en a. Donc voilà, c'est génial. J'en appelle aux jeunes ou aux moins jeunes, regardez ce métier-là. Et de plus en plus, on va y travailler. Je vais apporter une modeste contribution. On va sécuriser les formations, faire qu'elles soient de qualité. Il y a la question de la certification aussi. Bon, aujourd'hui, elle a été revue. Il faudra peut-être encore la revoir. C'est-à-dire la façon de reconnaître la compétence diagnostiqueur. Tout ça est en pleine évolution. C'est un métier très jeune, en pleine évolution. Mais moi, je n'ai que respect pour ce métier-là. Et ceux qui le font pas bien, il faut les sortir du jeu. Voilà, c'est comme ça. C'est vrai dans toutes les professions. Il y en a. Il n'y a pas de doute. Ouais, on avance. Vas-y, Jérémy, pardon. À toi la parole. Non, j'allais dire, pour les sortir, c'est compliqué. Oui, on est hyper contrôlé, mais vous en avez qui savent comment éviter, qui savent comment se passent les contrôles. Je veux pas plus de contrôle parce qu'on en a énormément, hein, et ils nous coûtent bonbon. Mais je sais pas, il faudrait trouver quelque chose. Je sais qu'il y en a qui réfléchissent à des espèces de QR code, des choses comme ça. Je vois des choses passer. Mais il y en a qui ça pourrait se passer comment, Jérémy? Ça pourrait se passer comment? Comment tu vois les choses, toi? Je sais pas, j'ai pas d'idée. J'ai pas l'idée là-dessus, mais j'entends parler de choses qui pourraient être novatrices pour un peu plus contrôler sans que ça nous coûte encore je sais pas combien entre l'organisme de formation et l'organisme de certification. Parce qu'il faut savoir, nous, c'est quand on a passé la certification, derrière, tous les ans, on a des passez au vacciné, oui, vous devez cracher beaucoup d'argent. Oui, je sais. Mais ça rejoint les organisations professionnelles. S'il y avait une organisation professionnelle forte, deux si vous voulez, ça joue un peu ce rôle-là dans les professions loi Hoguet, hein, transaction gestion. Elle joue un peu aussi le rôle de réassurance et de label. Clairement, on se dit, sans même d'ordre professionnel, un ordre joue ce rôle. Hein. Quelqu'un qui n'est pas dans l'ordre, ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'exercer, il ne faut pas avoir affaire à lui. Mais dans les organisations professionnelles, être clair, je sais pas, je vais citer, il y en a trois, la FNAIM, l'UNIS, le SNPI, c'est un peu des labels. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'y sont pas ne valent rien, mais c'est un début de preuve, comme on dit. Bon. Et aujourd'hui, il y aurait une ou deux organisations fortes qui référenceraient en quelque sorte les bons professionnels et de fait qui disqualifieraient les autres, ceux qui font du dumping, qui ne se forment pas bien. Voilà, il y aurait une avancée. Il y a un problème de lisibilité de la qualité. Jérémy le sait, il est sur le terrain, il en souffre. Voilà, hein. On est toujours éprouvé quand on voit quelqu'un qui bosse pas bien, qui vous prend des clients et qui est comparé à vous. Bon, si je peux intervenir, Olivier, c'est vrai que ce que j'entends, ce que dit Henri et ce que dit Christophe. Oui, vas-y, je voulais te redonner la parole, Christophe, et je voulais, par rapport à ce qui nous intéresse chez Christophe, c'est quand même, il y a 35 millions de petits propriétaires que tu représentes, et on sent quand même une colère qui gronde. Donc, on voudrait apporter des vraies solutions. À toi, Christophe. La colère, elle est là, mais en même temps, la colère, elle est là, c'est vrai. Et je pense l'avoir exprimé suffisamment. Ouais, mais je rejoindrai quand même Jérémy et je rejoindrai notre ami Henri aussi.
c'est que, et je suis pas l'avocat des diagnostiqueurs, mais le diagnostiqueur aujourd'hui, et particulièrement le bon diagnostiqueur, il est pris en étau. Pourquoi? Eh ben, il est pris en étau tout simplement parce qu'un bon diagnostiqueur, eh ben, il est là pour conseiller, c'est-à-dire qu'il voit la personne, il lui dit ben, plutôt ci, plutôt ça, récupérer les factures. Si jamais il va faire des travaux, là, faites ceci, faites cela, parce qu'aujourd'hui, les gens sont perdus. Les propriétaires sont perdus. Moi, je le constate tous les jours, parce que je crois, même si je sors dans la rue, c'est rare si je suis pas interpellé pour me demander si on fait des travaux ou si on vend, parce qu'on est prêt à baisser les bras. Et c'est vrai que le diagnostiqueur, il est prêt en étau, et j'allais dire que c'est vrai qu'il y a quelques boutons noirs qui rendent pas service à la profession, mais c'est là aussi, et je l'écoutais un petit peu en sourdine dans la voix de ce que je disais Jérémy, c'est que je vois qu'aujourd'hui, et là je rejoins ce que dit Henri aussi, c'est que s'il y avait une ou deux fédérations de diagnostiqueurs, ou peut-être trois, je ne sais pas, parce que moi, ce n'est pas mon métier, mais peut-être qu'il y aurait un espèce de label et que ça coûterait moins cher, parce que j'écoute quand même parler aussi des diagnostiqueurs qui me parlent du coût de ces formations. Et je vois que des gens qui donnent pas mal de leur temps, qui commencent tôt et qui finissent tard, et qui jouent le jeu, eh ben, sont gravement pénalisés, et j'allais dire sont aussi stigmatisés, parce que quand vous avez des campagnes de dénigrement pour dire ouais, les diagnostiqueurs font pas leur boulot, ben, dans tous les métiers, hein, il a dit un moment dans la discussion, dans tous les métiers, vous pouvez avoir un type qui fait pas bien son boulot, aussi bien chez les garçons coiffeurs que chez les bouchers, que chez les diagnostiqueurs. Donc moi, ce que je vois quand même au contact du terrain, c'est des diagnostiqueurs qui font leur boulot, qui sont debout le matin, qui conseillent les gens, mais, et j'en reviens encore là, et ben, mais malgré tout, ils ont un outil dans les mains, et cet outil, ben, il est déjà l'outil, il est complexe. Je vous donne un seul exemple, par exemple, et je discutais de ça avec un diagnostiqueur, c'est qu'il peut y avoir une variation entre l'assemblage d'un mur, si c'est de la pierre de taille ou si c'est du moellon. Et ben, si vous venez par exemple en Auvergne, mais je l'ai vu aussi dans beaucoup d'autres régions, et ben, vous pouvez avoir, et ben, il y a plus ou moins de la pierre de taille et du moellon. Et ben, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh ben, le diagnostiqueur, il va appuyer sur la couche pierre de taille, il va appuyer sur moellon, vous voyez, et puis après, il vous fait voir l'incidence. C'est comme si on prend l'altitude, et l'altitude, on sait aussi qu'elle a un caractère important. Et moi, j'ai vu ça parce que j'ai été amené à intervenir sur ce dossier. Dans la même rue, c'était deux résidences qui étaient exactement les mêmes. Mais comme vous le savez, Clermont-Ferrand est une ville pentue. Et je l'ai vu aussi dans d'autres villes. Et ben oui, mais le problème, c'est qu'il y a une histoire d'altitude. Et ben à 1 mètre près, là, en l'occurrence, c'était à 5 mètres près. Et ben oui, mais c'était plus ou moins. Et ben ça a changé la note d'un cran. Donc ça, c'est le problème des effets de seuil. Et ben, il faut pas le nier non plus, le problème des effets de seuil, parce que j'allais dire la surface cadastrale, on prend la surface cadastrale, il faut la chercher, etc. Donc, moindre détail, et je sais plus si c'est Henri ou Jérémy qui l'avait dit, le moindre détail dans la prise d'information peut compter et peut jouer sur une note, et au total, et ben, ça peut jouer sur une dégradation de note ou pas. Donc, j'allais dire, c'est un métier complexe, il ne faut pas le dévaloriser, et peut-être aussi quand même que s'il était mieux mis en avant, qu'on cesse de dénigrer, et qui est, alors je ne sais pas, moi, c'est pas mon rôle de donner une idée, mais peut-être pas un ordre, mais au moins qu'il y ait des fédérations puissantes. Comme disait Henri, ben, il y en a 3 puissantes qui sont chez les marchands, et ça marche bien. Et ben, peut-être que ça serait une piste aussi. Et c'est vrai que c'est dommage de voir des gens se déchirer sur le terrain. Je pense que quand on voit les enjeux pour le pays, quand on voit les enjeux aussi bien pour les propriétaires et en termes de valorisation, mais aussi bien pour les propriétaires bailleurs, et puis aussi bien pour les locataires, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pendant qu'on est en train de parler là, eh ben, il y a des étudiants qui sont dans les villes, un petit peu partout dans les villes étudiantes, eh ben, on voit des gens, des gamins eh ben, qui logent dans des campings, dans des algécos. Je vois des trucs complètement incroyables quand je vois qu'on est en France en 2025 et qu'à côté de ça, il y a des appartements qui sont fermés à la location. J'allais dire quand même, le bon sens doit absolument revenir sur le devant de la scène. Et puis, de grâce que le ministre ait un petit peu de latitude, la ministre en l'occurrence aujourd'hui, mais les ministres du logement, j'allais dire d'une manière générale, et peut-être un petit peu plus de latitude, parce que j'ai quand même cru comprendre au fur et à mesure des ministres que j'ai côtoyés que la marge de manœuvre était faible en ce qui concernait ce fameux coefficient d'énergie primaire. Donc déjà, si on revenait tranquillement
sur le coefficient d'énergie primaire, je ne dis pas que c'est à nous de le faire, je dis que c'est à des scientifiques, à des gens qui ont réfléchi, à des gens de terrain et aussi au bon sens de voir ce qui se passe. Et peut-être que si on venait déjà à un bon chiffre, un bon coefficient, un bon CEP, peut-être que déjà on sortirait beaucoup de logements, j'allais dire, de l'indécence. Alors, pas seulement pour les sortir de l'indécence, mais aussi pour revenir à la réalité, parce que la réalité, elle est là. La réalité, elle n'est pas normale qu'un appartement correctement isolé, et d'ailleurs, c'est marqué sur le DPE, correctement isolé. Et d'ailleurs, à ce point, je vais rebondir là-dessus, puis ça me permettra de conclure, puis de laisser la parole au suivant, c'est que quand vous voyez sur le même diagnostic, logement bien isolé, lettre G, eh ben, je suis curieux de voir la réponse que va donner le juge. Je suis vraiment intéressé de le voir, puisque d'un côté, on va me dire, oui, mais il n'a pas le droit de le louer. Oui, mais de l'autre côté, il est correctement isolé. Donc, je veux voir la réponse. Très bien, toi, tu voulais intervenir. Et puis après, on a des questions aussi. Je ne veux pas faire trop long ce soir, mais je veux quand même répondre à vos interrogations. Vas-y, Jérémy. Moi, c'était pour rebondir sur le diagnostiqueur qui travaille bien par rapport aux autres. Celui qui travaille bien et juste va pas être forcément le mieux aimé, du coup. Hein. Celui qui dit la vérité. Et c'est aussi là où on se prend des fois des retours de bâton. Pourquoi ça? Pourquoi? Comment tu l'expliques? Parce qu'on va être juste et on va tomber sur un DPA qui va être forcément d'une note, enfin pas forcément, mais si on travaille correctement, on va avoir une note un peu faible. Tu ne vas pas aux élections, tu n'es pas là pour être élu, tu es là pour rendre un travail et factuel, on est bien d'accord. Ouais. C'est ça. Et il y a des gens qui cherchent tout simplement un bout de papier. Donc, le rigolo, eux, ça leur va bien. Alors que celui qui va faire le travail correctement, qui va prendre le temps et qui va leur sortir la note la plus juste, si elle n'est pas dans ce qu'ils espéraient. Il se prend un contrôle derrière. Tu ne vas pas me dire que c'est quand même facilement contrôlable. Si quelqu'un fait des DPE de complaisance, je ne sais pas, ça me semble un peu. Non? Après, il faut que ça va être l'acquéreur qui va l'opposer, mais ça va pas. Les gens ne sont pas hyper éduqués, hein, si on leur explique pas. Je pense qu'il ce pays est un très beau pays, mais il y a une sous-culture économique, ça on est tous d'accord là-dessus, mais il y a surtout une sous-culture du DPE. Alors, j'entends, hein, c'est une nouvelle thématique, c'est une nouvelle matière, voilà, on est en train dans l'écologie du savoir, c'est un nouveau champ qui s'ouvre, mais je pense qu'ils n'ont pas encore compris, peut-être qu'il y a un besoin de communication renforcée à vraiment impliquer les gens pour qu'ils comprennent que oui, il y a des conséquences très concrètes en monnaie sonnante et trébuchante. Et puis, il y a aussi juste une question d'éducation pour mieux comprendre le process. On en revient à la transition écologique. Je voulais un instant, si vous me le permettez, quand même continuer, parce qu'on a pas mal de gens qui réagissent et on a quelqu'un qui nous dit les atteintes au droit de la propriété sur la base d'un DP édité par une entreprise commerciale privée. Est-ce que c'est normal? Voilà. Est-ce que tu as ce genre de… Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, Jérémy, là-dessus? Alors, attends, je recherche la question. Je pas. Les atteintes au droit de la propriété sur la base d'un DP édité par une entreprise commerciale privée. Est-ce normal? Je ne comprends pas forcément la question. Non, pardon, il a corrigé. Les atteintes au droit de la propriété sur la base d'un DPE édité par une entreprise commerciale privée. Est-ce que c'est normal? Oui. L'entreprise privée, j'ai pour l'entreprise privée, elle travaille sur un outil public, je l'ai rappelé, hein, un logiciel, et elle fournit une aide à la décision qui, en effet, a des conséquences considérables, y compris sur le droit de propriété, parce que c'est la vérité. Des fins juristes vous disent aujourd'hui, oui, le droit de propriété, il est malmené par ça. Bon, c'est clair. Quand on dit à un propriétaire, Christophe le dirait mieux que moi, tu n'as pas le droit de louer, le droit de propriété est malmené. Et il se heurte à la transition environnementale, c'est très clair. Alors, sur la base de quelque chose qui est fait par un privé, oui, mais enfin, on va être sérieux. Moi, je ne souhaite pas qu'on recrute 10 000 fonctionnaires, parce que je parlais d'effectifs, 10 000 fonctionnaires pour faire des DPE. Je ne suis pas sûr qu'ils le feront mieux que les autres. Merci, merci Henri, merci, tu nous sauves de ça, c'est sympa. Ah ouais, non, mais c'est comme, je sais pas, moi, dans plein d'autres domaines, il y a des acteurs privés qui sont contrôlés, Jérémy le disait, pas assez, tout ce qu'on veut, mais c'est des acteurs privés. Voilà, bon. Le notaire n'est pas un fonctionnaire non plus, Henri.
Non, enfin, il est délégataire, il a une délégation de service public. Et après, il y a des professions privées organisées de façon ordinale, mais on peut comparer. Un médecin, c'est un professionnel privé. Et on peut dire, mais c'est affreux, vous vous rendez compte, il fait une piqûre avec un produit, etc. Mais c'est un professionnel privé. Il est contrôlé, il doit être sérieux, etc. Mais il est privé. Ou alors on veut une France de fonctionnaires. Un commissaire de justice, par exemple. Ben oui, non, mais on veut une France de fonctionnaires. Le sujet, la vraie question, enfin la réponse à donner à l'auditeur plutôt, c'est que le sujet serait le droit de propriété, il est gravement atteint avec un outil qui est discutable, avec un outil de mesure qui est discutable. Le sujet, il est là. L'outil de mesure est discutable. Moi, si l'outil de mesure est indiscutable, je serai le premier à dire faites des travaux, il n'y a pas de souci, engagez-vous. Comme disait Henri, il y aura un certificat, faites des travaux, c'est indiscutable. Là, ok, on fait les travaux, on est dans les clous. Je veux dire, une voiture, il faut que les pneus ils aient une sculpture de, je sais pas moi, 1 centimètre. Et ben, il faut qu'ils aient des sculptures de 1 centimètre. Et ben là, quand on aura un outil indiscutable, il n'y a aucun souci, on est OK. Mais là, où c'est que le droit est gravement mis en cause, et c'est d'autant plus grave que les ministres successifs, depuis 3 ans et demi, tous les ministres, je dis bien tous les ministres du logement, sont au courant, parce que je peux vous dire que moi, personnellement, et Dieu sait qu'il y en a eu qui sont passés depuis Emmanuel Margon, mais Emmanuel Margon, la première, j'ai donné et Henri au courant, puisque j'en ai discuté avec lui, j'ai donné des dossiers concrets, j'ai donné des dossiers étayés, complets, avec des fiches de travaux, avec des devis, avec des matériaux, etc. Et tout le monde sait qu'il y a des appartements qui sont parfaitement isolés, qui sont dans le F et qui sont dans le G. Ça, c'est un scandale, et ça, c'est une vraie atteinte au droit de propriété. Super. On voit bien qu'il y a quand même ce droit de la propriété, ces libertés individuelles qui est sous-jacent. Alors, j'aime bien discuter avec Henri parce qu'il y a toujours cette thématique en toile de fond de philosophie qui traîne ici ou là. Donc là, il y a des vraies questions philosophiques. On ne va pas aller sur cette thématique-là en plus en profondeur, mais vous voyez bien ce qui se profile. Et c'était aussi ça le but de cette réunion. S'il y a d'autres personnes de cette conférence, s'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer, poser des questions, n'hésitez pas. Moi, je voulais vraiment remercier nos 3 intervenants. Désolé pour les soucis techniques, mais on n'y est pour rien. On a fait tout ce qu'on devait faire. Alors, je ne sais pas si les connexions… Je sais que Jérémy Bravo, il s'est connecté en tant que co-organisateur. Je ne sais pas si ça a pu jouer un rôle ou pas, mais en tout cas, on a fini par y arriver et avoir tout le monde. Donc, ça, c'était super. Est-ce qu'on peut faire un rapide tour de table? Mais alors, je vais être très exigeant. Je vais vous demander en 1 minute. Henri, c'est pas évident, ce que je te demande. La conclusion. Et je voudrais quand même donner d'abord la parole à peut-être notre diagnostiqueur. Après, on donnera la parole à Henri. Et je voudrais quand même laisser le mot de la fin à Christophe. Vas-y, notre ami Jérémy. Qu'est-ce que tu veux dire, toi? Je pense qu'on a fait le tour, on a bien fait le tour de la problématique du moment. Alors, pour moi, le DPE, c'est un outil qui est hyper important. Je trouve que c'est un outil qui permet de se projeter et de pouvoir permettre aux propriétaires de savoir où en sont leurs biens pour un peu cette vision de 2034 d'être meilleur et d'être plus performant en énergie. Mais il y a des choses à revoir, il y a des choses à améliorer. Je ne pense pas qu'il faille arrêter ça, hein, mais il y a des choses à améliorer. Et moi, j'ai juste une remarque très perso. J'aimerais bien que Jérémy, parce que Jérémy, il est très impliqué, il a beaucoup de compétences, non seulement sur le terrain, ça on n'en doute pas, mais il connaît bien le sujet et il arrive bien à identifier les pierres d'achoppement. Donc, si Jérémy pouvait participer à tes travaux, si tu es d'accord, mon ami Henri, et si Jérémy est d'accord, évidemment, on ne veut rien lui imposer, mais je pense que ça serait pas mal. Jérémy, qui, je le rappelle, travaille pour VAR Diagnostic et qui fait un super boulot. À toi, Henri. Écoute, voilà, je connais Jérémy depuis 1 heure, mais j'apprécie son enthousiasme déjà et ses compétences. Oui, moi j'aime bien dans les travaux comme ça qu'il y ait les organisations professionnelles, les corps intermédiaires, comme on dit, qu'il y ait des personnes de terrain aussi, très libres, très indépendantes, donc je suis partant. Je pourrais faire moins d'1 minute en disant qu'il a tout dit. J'espère qu'on a un peu… Non, mais voilà, il faut être très modeste, c'est le mot que j'ai utilisé. Tout ça est très perfectible. Tout ça est très perfectible. Il y a une urgence tout de même climatique.
Alors on peut dire, ah ben oui, mais l'urgence, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Non, non, non. Les dérèglements climatiques, ils portent préjudice d'abord à l'immobilier. Les sols qui bougent, le retrait-gonflement des argiles, le recul du trait de côte, les inondations, les incendies, explosion des multirisques immeubles, des assurances multirisques immeubles depuis le 1er janvier. Et on n'a rien vu. Des boîtes qui ne veulent plus assurer. Des immeubles qui ne seront plus assurables. Et là, mais bien sûr, des primes, les acteurs sont clairs. Dans les 5 ans, on va avoir des doublements et des triplements de primes de multirisques. Donc ça veut dire que ceux qui disent on a le temps, tout ça, ça nous emmerde, n'ont pas raison. Non, je ne l'ai pas entendu ce soir, mais je le dis. Et donc, ça veut dire que, oui, il y a des choses qu'il faut améliorer. Le plus vite sera le mieux pour éviter tout ce qui a été dénoncé, notamment par Christophe, qui a des enjeux, qui a des conséquences fortes sur les petits propriétaires. Mais de grâce, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Jérémy disait, il faut pas tout foutre en l'air, déchirer la copie, jeter l'anathème sur les diagnostiqueurs. Non, tout ça se construit petit à petit. C'est encore très, très critiquable et très perfectible. Personne ne peut le nier. Moi, je ne le nierai pas en tout cas. Mais de grâce, qu'on ne tombe pas dans le révisionnisme. Le mot est un peu fort, il évoque des choses autrement plus graves, mais une espèce de révisionnisme, moi je ne m'associe pas à ça. Voilà. Et ce soir, je te l'ai dit quand tu m'as convié, je te dis, moi je viendrai avec cet état d'esprit et beaucoup de lucidité et de franchise. Tu as vu quand même, Henri, je ne t'ai pas raconté, tu vois, c'est très. On avance quand même, on est des hommes de bonne volonté. Les hommes et les femmes, on aimerait avoir des femmes aussi, mais on est des personnes de bonne volonté, on est plutôt dans je connais Christophe, il est aussi dans cet état d'esprit, il est dans son rôle à dire ce que ressentent et ce qui porte préjudice aux propriétaires et aux plus petits d'entre eux. Voilà, mais c'est certainement pas quelqu'un qui nie l'utilité de le faire et d'avancer, il est très positif. Moi, je suis venu pour cette raison-là. Et désormais, je le dis à tous ceux qui voudraient m'inviter, je ne ferai plus de débat où il s'agit de pleurer, de dire que tout est nul, que c'est affreux. Oui, on est d'accord. Voilà, ne m'invitez pas. Christophe, à toi. T'as fait beaucoup plus qu'une minute, mon Henri. Je le savais. Oui, je sais. Mais je voudrais vraiment laisser la parole à Christophe pour conclure parce que oui, ça gronde. Ça gronde. Ce pays, ce beau pays. Il y a quand même beaucoup de soucis, vous le savez, on ne va pas s'appesantir là-dessus. Mais moi, j'aimerais que Christophe puisse nous dire son sentiment, parce que c'est très perspective, mais on interdit quand même la location des logements et on porte atteinte aux droits fondamentaux. C'est quand même pas rien, quoi. On parlait de philosophie, on y revient, on est un peu. C'est la liberté, c'est à toi, Christophe. Merci de me donner l'occasion de conclure. J'en profite déjà pour remercier Jérémy et puis pour remercier Henri avec qui j'ai l'habitude de débattre. C'est vrai que j'apprécie que ce soit sur un ton apaisé et constructif. Ce que je pourrais dire en moins d'une minute, c'est que l'urgence climatique, elle est là, tout le monde l'a dit, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais plus l'urgence climatique est là, plus on doit être exigeant et plus il y a un devoir d'exigence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se base sur un outil qui est largement discutable. Donc, c'est à l'État, c'est le rôle de l'État de rassurer tout le monde, les organisations professionnelles, les particuliers, tout le monde est d'accord, moi le premier, tout le monde est d'accord, mais de grâce, donnez-nous un outil qui soit fiable. À ce moment-là, je pense que les choses vont s'apaiser, mais c'est vrai, Olivier, tu l'as dit, la colère, elle gronde, et j'allais dire c'est malheureux parce que comment louper une belle occasion, quoi. Les gens sont un peu d'accord, on a réussi petit à petit à dire faites des travaux, allez-y, foncez, et puis aujourd'hui, on voit que tout ça s'est entaché par des discussions sans fin, alors que je pense qu'un peu de bon sens et un peu de sagesse permettrait de mettre tout le monde d'accord et d'avancer d'une manière apaisée. Alors c'est vrai que si on va en arrière, le calendrier il était ce qu'il a été, on ne va pas y revenir. Aujourd'hui, de grâce, donnez-nous un métier qui puisse être source d'avenir et source de rêve, parce que c'est vrai que les Français ont toujours rêvé de pierre. Et j'allais dire qu'aujourd'hui, être propriétaire bailleur, c'est un peu un métier et c'est aussi une passion. Donc, laissez cette passion aux propriétaires immobiliers et pour que les choses se passent bien, donnez-nous un outil, un DPE fiable. Christophe, tu le défends avec tellement de passion. Vraiment, c'est super. Bravo. Je sais que tu connais le sujet comme personne. J'étais vraiment content de pouvoir t'inviter là. Je voudrais remercier une dernière personne, si vous me le permettez. C'est quelqu'un sans qui ces conférences ne pourraient pas exister. C'est Monsieur Sir Tom Delay. Voilà. J'espère qu'il est là, qu'il nous écoute.
Tom qui a fomenté tout ça, qui a créé les conférences qui pensent avec moi, qui a créé les petits génies de l'immobilier, qui fait un sacré boulot. C'est du bonheur de travailler avec Tom. Je ne sais pas si tu nous écoutes, Tom, mais je voulais te remercier moi aussi à titre perso parce que tu me fais rencontrer des gens assez exceptionnels. Donc, et on progresse tous ensemble, donc c'est top. Tu auras une prochaine conférence qui va arriver le 19 février. On va parler avec quelqu'un qui est aussi ultra inspirant et qui s'appelle pas Stéphane Descartier, parce que lui, ça sera le 19 mars. Stéphane Descartier, qui est donc chroniqueur sur BFM TV, avec qui on s'entretiendra le 19 mars. Mais le 19 février, ça va être avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, de très humble, mais qui a une carrière incroyable. C'est Monsieur Olivier Landrevi, avec qui on va décortiquer tout ce qui concerne les taux d'intérêt et en fait les prêts, parce que vous savez que c'est l'ancien patron de Capifrance. Je vous remercie infiniment, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, les amis. Merci à tous. Bye bye les amis. Ciao. Merci Jérémy, merci Henri et merci Christophe. Olivier. Merci. Bonne soirée. Merci. Et on salue Ciao, Tom ciao. de l'E, effectivement. Au revoir. Ouais, on salue Tom. Ciao. Merci à tous d'être venus. Hein. En nombre, 77 personnes, on n'a jamais fait autant. On va vraiment grandir les amis. J'y crois beaucoup. À très bientôt. Ciao, ciao.